Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury pour m'avoir accordé ce prix, qui porte le nom du docteur Pierre Simon. S'il est toujours flatteur de recevoir ce type de reconnaissance, ce prix a néanmoins pour moi une signification, une saveur, si j'ose dire, spéciale. En effet, comme l'a dit Annette Becker, j'ai rencontré le docteur Pierre Simon il y a presque exactement 9 ans, un 12 décembre, au début de mes recherches. Il m'a reçu longuement dans son appartement du boulevard Saint-Germain pour me préciser sa pensée et ses actions en faveur du droit des femmes. Car Pierre Simon a été l'un des très rares médecins à soutenir, dès les années 50, l'idée que les femmes devaient se libérer des antiques malédictions qui pesaient alors sur elles, à savoir accoucher dans la douleur et se voir interdire, par une loi votée au lendemain de la Grande Guerre, de maîtriser le nombre de leurs enfants. Pierre Simon a donc d'abord fait partie du groupe, toujours très réduit, des médecins praticiens de l'accouchement sans douleur, importé du RSS par Fernand Lamaze au début des années 50. Il a d'ailleurs lui-même fait le voyage à Moscou pour s'initier à cette méthode révolutionnaire censée permettre aux femmes d'accoucher dans la sérénité. En 1956, il a fondé avec le docteur Lagroix-Weill le mouvement du planning familial, qu'ils ont appelé à ce moment-là « maternité heureuse ». Cette appellation, à première vue surprenante, pour une association voulant diffuser des méthodes contraceptives, était en réalité un leurre qui leur permettait de ne pas tomber sous le coup de la loi. Pierre Simon y exerça les fonctions de vice-président et il en présida le collège médical jusqu'en 1969. Là encore, il faisait partie donc de ces quelques médecins, une poignée, j'en ai compté dans mes recherches, il y en avait moins de 10 à la fin des années 50 pour toute la France, qui se mobilisèrent publiquement pour le droit à la contraception, en pleine illégalité. Parallèlement, Pierre Simon mena une action auprès des hommes au pouvoir, ministres et députés, pour les convaincre de voter en 1967 la loi qui porte le nom de M. Neuwirth et autorise enfin la contraception. Pierre Simon soutiendra également le vote de la loi Veil en 1975, l'autorisation de la contraception se révélant insuffisante pour éviter aux femmes tout recours à l'avortement. Bref, en tant que médecin, en tant que penseur, en tant que franc-maçon, il a été de tous les combats pour que les femmes aient enfin le droit et donc la possibilité d'avoir la maîtrise de leur corps et de leur fertilité. Il a été de tous ces combats au nom d'une pensée qui n'envisage la libération des êtres humains que de façon globale. Et c'est bien au nom de cette éthique qu'il a lutté par ses écrits et ses actions pour les droits des femmes. Car il s'agissait bien alors de lutte. Lutte contre l'Église catholique, tout d'abord, puissance encore considérable à l'époque, y compris dans un État laïque. L'Église qui refusait et refuse encore toute contraception médicalisée, c'est-à-dire toute contraception fiable. Lutte aussi contre la République elle-même, qui avait attendu la fin de la Seconde Guerre mondiale pour accorder le droit de vote aux femmes et tenait visiblement à en rester là. Lutte également contre le Parti communiste, très puissant à l'époque, qui ne s'est rallié au droit à la contraception qu'à partir de 1965, réalisant ainsi une alliance de fait ô combien paradoxale, mais très intéressante pour l'historien, avec l'Église, sans parler bien sûr du Conseil de l'Ordre. Pour convaincre, Pierre Simon a défendu ses positions, argumenté, publié. Bref, il a élaboré autour de ses revendications une pensée avec laquelle je me sens pleinement en accord. Elle a constitué le fil rouge, le fil directeur de mon travail de thèse. Car je dois reconnaître que cette rencontre avec Pierre Simon, au début de ma recherche, m'a conforté dans la direction à donner à cette thèse, à savoir que tout est lié pour les femmes quand elles sont réduites à leur fonction maternelle.
l'accouchement, la contraception, l'avortement et la ménopause. Or, ces épisodes successifs, si importants de leur vie sexuelle et donc intime, étaient réglés par des lois et des pratiques imposées par une idéologie et un corps médical nataliste, avec les encouragements et le soutien de l'École française de démographie fondée par Alfred Sauvy. Ce point de vue global m'a permis de tenter de comprendre la réification des femmes au service de la démographie française. Lors de ma soutenance, l'historien Jean-Pierre Peter a posé une question clé. Il a demandé « Mais où sont donc les femmes dans cette histoire ?» Eh bien, je n'ai pu que lui répondre « Elles sont absentes en tant qu'êtres humains, car elles sont réduites à leur corps, et plus précisément à leur utérus. » En analysant les sources médicales, en particulier les thèses de médecine, je me suis également aperçue que la douleur constituait un élément essentiel du vécu des femmes au stade successif de leur vie sexuelle, en tout cas côté médical. Or, cette douleur était totalement ignorée par les sources. La douleur de l'avortement, par exemple, les médecins n'en disaient mot, à l'exception notable du professeur Henri Mondor. La douleur de l'accouchement, quant à elle, était qualifiée de naturelle, ce qui était commode, voire d'inévitable, bien sûr en référence au « tu accoucheras dans la douleur » de la Bible. Cette douleur de l'accouchement était même parfois considérée comme bénéfique, certains médecins n'hésitant pas à en faire, dans leurs publications, une condition nécessaire pour que la femme puisse développer son instinct maternel et aimer ses enfants. Quant à la vie sexuelle des femmes et des couples, bien qu'elle fût obligatoire pour enfanter, elle était carrément hors sujet pour le corps médical. Il n'y est quasiment jamais fait allusion. Quand par hasard un médecin se hasardait à déconseiller une future grossesse à une femme trop épuisée, il se bornait en général à lui dire de faire attention, sans lui donner le mode d'emploi d'une quelconque méthode, ce qui laissait les femmes perplexes et frustrées, et ce qui n'arrangeait pas leur vie sexuelle. 30 années ont suffi pour balayer ces diktats natalistes soutenus par de prétendus experts. Lors de notre rencontre, Pierre Simon semblait ressentir une certaine fierté, une certaine allégresse même, pour avoir contribué à cette série de grandes victoires pour les femmes. Et il avait bien raison. En 1871, Arthur Rimbaud écrit « Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu, elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Les femmes d'aujourd'hui ne deviennent pas toutes poètes, même si certaines le sont, mais elles peuvent choisir le nombre de leurs enfants, ce qui reste la condition nécessaire de leur liberté. J'espère aujourd'hui que ce prix permettra à mon travail de thèse d'être lu plus largement au-delà des cercles universitaires, car ainsi il contribuera à tirer de l'oubli, fonction première de l'histoire, cette période vitale pour la liberté des femmes et ces luttes acharnées pour et par les femmes. Je remercie donc Annette Becker pour son soutien sans faille, aujourd'hui et hier, et je remercie encore tous les membres du jury, et en particulier Perrine Simon-Naum. Voilà. Merci.